Très bien. On va voir maintenant les hormones hydrophiles. On a terminé avec les hormones hydrophiles et les récepteurs intracellulaires. On va voir maintenant les hormones hydrophiles, c'est-à-dire les hormones qui sont responsables, qui vont se fixer sur des récepteurs membranaires pour changer le comportement de protéines intracellulaires préexistantes. Maintenant, il y aura un vocabulaire qu'il faudra préciser. Il y aura un vocabulaire qu'il faudra préciser. J'ai une membrane cytoplasmique. Et dans cette membrane cytoplasmique, j'ai des récepteurs. Donc, voici la cellule, et au niveau de cette cellule, j'ai un noyau et j'ai une membrane plasmique. Cette membrane plasmique, elle comprend des récepteurs. Les récepteurs sont membranaires. D'accord? Je vais avoir la notion d'un premier message. L'hormone qui viendra se fixer sur son récepteur, je l'appelle premier messager. Elle va induire un mécanisme qui est membranaire et que j'appelle transduction. Cette transduction est responsable de la genèse de nouvelles protéines, de la modification de fonctionnement de protéines intracellulaires, donc c'est des protéines qui sont préexistantes. Elle va les modifier en déphosphorylation, donc on est déphosphorylé, d'accord. Et cette phosphorylation, elle va changer leur comportement, soit les activer, soit les désactiver. Donc, c'est le changement de la fonction de ces protéines, d'accord? Ces protéines vont être transformées en ce que j'appelle un second messager. Donc, j'ai ici la notion d'un premier messager, d'accord? D'un premier messager et d'un second messager. Le premier messager peut être intracellulaire ou extracellulaire. Le second messager est toujours intracellulaire. La transduction est le phénomène qui me permet de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. La transduction est le phénomène, et l'ensemble des phénomènes qui me permettent de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Très bien, on avance. Schématiquement, il existe deux mécanismes de transduction. D'accord, on va avoir deux grosses molécules, ou bien deux gros récepteurs. Premièrement, les récepteurs qui sont couplés à une enzyme qu'on appelle effecteur grâce à la protéine G. Ces récepteurs, on les appelle récepteurs couplés à la protéine G. Ce sont des récepteurs qui sont situés sur la membrane plasmique, mais qui ne peuvent pas, par eux-mêmes, transformer le message extracellulaire en un message intracellulaire. Donc, le premier type de récepteurs, ce sont les RCTG. Les récepteurs couplés à la protéine G. Quelle est la caractéristique des récepteurs couplés à la protéine G? C'est que ces récepteurs ne peuvent pas, par eux-mêmes, induire le message intracellulaire. Ils doivent donner ce message à un effecteur, à une enzyme qui est toujours membranaire par l'intermédiaire de la protéine G. Très bien. Le deuxième type de récepteurs, ce sont des récepteurs qui peuvent eux-mêmes transmettre ce message intracellulaire ou bien qui peuvent eux-mêmes transformer le message extracellulaire en un message intracellulaire. Le deuxième type de récepteur, c'est les récepteurs qui portent eux-mêmes une activité enzymatique. Dans la région cytosolique. Donc j'ai deux types de récepteurs. Les récepteurs qui ne possèdent pas d'activité enzymatique en eux-mêmes, ils doivent être couplés à un enzyme. Ils doivent communiquer avec une enzyme par l'intermédiaire de la protéine G. Le deuxième type de récepteur, ce sont les récepteurs qui peuvent eux-mêmes transformer le message extracellulaire en un message intracellulaire parce qu'ils possèdent eux-mêmes des enzymes dans leur structure. Il y a, quand on parle spécifiquement des types de récepteurs, il faut dire qu'il y a trois types de récepteurs. Les récepteurs couplés à la protéine G, les récepteurs à activité enzymatique et les récepteurs canaux. D'accord? Il faut aussi parler des récepteurs canaux, qui sont des récepteurs qui s'ouvrent ou se ferment par la présence ou l'absence de leur ligand. Mais ça, ce qui est important, pourquoi on ne les cite pas? On ne cite pas les récepteurs canaux parce que les récepteurs canaux ne sont pas responsables d'une action enzymatique. Ils vont juste s'ouvrir ou se fermer. C'est pour cela qu'on ne les cite pas. Donc ça, ils existent. Les récepteurs canaux, le récepteur à l'acétylcholine, quand il y a fixation de deux molécules d'acétylcholine sur deux sites de fixation sur un même récepteur, le récepteur va s'ouvrir. Et le récepteur de l'acétylcholine, c'est un canal. C'est un canal ionique à spécificité modérée qui va permettre le passage de l'impulsé de catalyse.
C'est deux cas comme ça. C'est un récepteur canal, comme les fameux récepteurs ligands-dépendants, d'accord, qui, lorsqu'il y a fixation des ligands, il y aura ouverture des récepteurs. Donc, gardez en tête qu'il y a un troisième type de récepteur, et ce troisième type de récepteur, quand il y aura fixation de son ligand, quand il y aura fixation de l'hormone, de la molécule de signalisation, du neurotransmetteur, ils vont s'ouvrir ou se fermer pour permettre le passage d'ions. On ne les cite pas parce qu'il n'y a pas de réaction enzymatique. On va citer deux principaux récepteurs, les récepteurs couplés à la protéine G et les récepteurs à activité enzymatique. On va commencer par les récepteurs couplés à la protéine G. On se concentre, s'il vous plaît, on va faire cela très rapidement. Les récepteurs couplés à la protéine G, on les appelle récepteurs couplés à la protéine G parce que le fonctionnement de ces récepteurs nécessite l'interfération ou bien l'implication ou bien la sollicitation d'une protéine membrane qui s'appelle la protéine G. Le fonctionnement de ces récepteurs implique l'activation des protéines G qui activent des effecteurs, donc c'est la protéine G qui va activer le récepteur. Ces effecteurs vont produire le second messager, ces seconds messagers vont exercer des fonctions diverses, ces fonctions diverses vont constituer la réponse cellulaire. Donc ce sera des récepteurs qui vont activer la protéine G, qui va activer l'effecteur, qui va donner naissance à des seconds messagers, qui vont activer la réponse cellulaire, qui va activer la réponse cellulaire. C'est un enchaînement de réactions qui passe de l'hormone vers son récepteur, vers la protéine G, vers l'effecteur, vers le second messager, vers la réponse intracellulaire, G, on avance. La protéine G, c'est un primaire. La protéine G, elle détermine les horaires et les informations. Donc le plus important pour nous maintenant, c'est de comprendre les mécanismes, les caractéristiques, à quoi elle se dit, ce n'est pas important pour l'instant. Gardez en tête que la protéine G est un hétérotrimaire. C'est un hétérotrimaire, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 3 sous-unités. Ces 3 sous-unités sont la sous-unité alpha, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma. La sous-unité bêta et gamma sont intimement liées. Bêta et gamma sont très liées à l'autre. Elles sont très amies, leur relation est très intime. Donc alpha et bêta sont très liées l'une à l'autre, bêta et gamma sont très liées l'une à l'autre et il y a une réaction très intime entre les deux. La sous-unité alpha, par contre, elle n'est pas très fortement liée à bêta et gamma. La sous-unité alpha n'est pas très liée à bêta gamma. Elle peut se détacher de bêta gamma. Donc de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la protéine G. Cette protéine G est constituée de 3 hétéromères. Donc c'est un hétérotrimaire. Qui est situé où? Il est situé au niveau de la membrane plasmique, qui sera en interaction avec le récepteur et avec l'effecteur. Très bien. Donc, on continue, et on avait dit que notre protéine G est un hétérotrimaire. Elle est constituée de 3 sous-unités, une sous-unité alpha, bêta et gamma. La sous-unité bêta et gamma sont des sous-unités. La sous-unité alpha peut se détacher du complexe bêta-gamma. Très bien. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, voici ma membrane plasmique. Au niveau de cette membrane plasmique, j'ai un récepteur, et le récepteur, vous allez trouver dans le cours, ses caractéristiques, son domaine transmembranaire, son domaine cytogénique, son domaine intermédiaire et extracellulaire. Le récepteur à la protéine, c'est un récepteur, on dit que c'est un récepteur à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un récepteur, il fallait commencer. C'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires, il ressemble à un serpent. C'est pour cela qu'on dit que c'est un récepteur à serpentine. Il y aura fixation de l'hormone sur son récepteur. La fixation de l'hormone sur son récepteur va l'activer. Le récepteur va changer de conformation. Quand il va changer de conformation, il va activer la protéine G. La protéine G est constituée d'une sous-unité alpha, d'une sous-unité bêta et d'une sous-unité gamma. Quand le récepteur change de conformation, il va se fixer au complexe alpha bêta gamma. Alpha va s'activer. Alpha à l'état de repos,
porte du GDP. Alpha, à l'état de repos, elle porte du GDP. Quand le récepteur va s'y fixer, elle va échanger le GDP contre du GDP. Alpha va échanger, elle va faire sortir son GDP et elle va faire entrer du GTP. Quand elle va faire entrer le GTP, elle va changer de conformation. Quand elle change de conformation, elle va se dissocier du complexe bêta-gamma et elle va se retrouver seule. La alpha GTP va se retrouver séparée du complexe bêta-gamma. Elle va traverser la membrane pour aller dans un effecteur, chez un effecteur. Donc elle va se fixer sur un site spécifique de l'effecteur, et elle va activer l'effecteur. Le récepteur est membrane. La protéine G est membrane. G bêta est membrane. G gamma est membrane. G alpha est membrane. Tous membranaires. L'effecteur est aussi membranaire. L'effecteur est ici membranaire. Il est situé au niveau de la membrane. Il a un domaine transmembranaire, il a surtout un domaine cytoplasmique. C'est à ce niveau qu'il va réaliser sa fonction enzymatique. Très bien. Donc, G alpha va se fixer, la protéine G alpha GDP va se fixer sur l'effecteur et tant qu'elle est fixée sur les récepteurs, elle va continuer à l'activer. Quand G alpha est fixé à l'effecteur, l'effecteur est actif. Quand G alpha ne se fixe pas à l'effecteur, il n'est pas actif. Très bien. Première information. Deuxième information. Tant que G alpha fixe le GTP, elle se lie à l'effecteur. Quand elle ne fixe pas le GTP, elle ne se fixe pas sur l'effecteur, elle se fixe sur bêta gamma. Très bien. Donc, je reprends. Il y a eu fixation de l'hormone sur son récepteur. Il y a eu un changement de conformation du récepteur. Le changement de conformation du récepteur a stimulé la protéine G alpha. G alpha s'est activé. Elle a échangé le GTP contre le GTP. Alpha GTP s'est dissocié de bêta gamma. Alpha GTP s'est fixé à l'effecteur. Tant que alpha GTP est fixé à l'effecteur, l'effecteur est actif. Très bien. G alpha possède une activité GTPasique intrinsèque. G alpha possède une activité GTPasique intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de dégrader son GTP en GDP. Au bout de quelques temps, alpha GTP va dégrader son GTP en GDP. Elle va dégrader, elle ne va pas échanger le GTP contre un GDP. Elle va dégrader, elle va utiliser de l'énergie pour dégrader le GTP en GDP. Elle va l'hydrolyser. Alpha redeviendra alpha GDP, elle se dissociera de l'effecteur et elle ira se fixer vers bêta gamma. Et la réponse s'arrête par la dissociation de G alpha, de alpha GDP de son effecteur et sa refixation sur bêta gamma. Est-ce que c'est clair? Deux notions très importantes. Alpha, elle a la capacité d'échanger le GDP contre le GDP. Alpha possède la capacité d'hydrolyser le GTP contre le GDP. Mais sa fonction intrinsèque est très réduite. Elle doit être aidée. Donc il y a des facteurs qui favorisent ces phénomènes. Il y a un facteur qui favorise l'échange du GDP contre GDP. Voici alpha GTP. Bonjour. Voici alpha GTP, s'il vous plaît. Voici alpha GTP. Et elle peut échanger ce GTP contre du GTP. Elle peut fixer à la place du GTP du GTP. Mais cette fonction d'échange, elle doit être activée par des facteurs. Je les appelle les G de F. Guanine, bien guanosine exchange factor. D'accord? Les G de F. Les G de F aident la protéine alpha à échanger. Les G de F aident la protéine alpha à échanger le GDP contre un GDP. Très bien. On a la protéine G possède aussi la capacité d'hydrolyser le GDP en GDP. Alors, capacité d'hydrolyser GDP en GDP.
Mais cette fonction intrinsèque est aussi très belle. Elle doit être aidée par les GAP. GTPase Activating Peptides. GTPase Activating Peptides. Donc, les GAP vont aider la protéine G à réaliser sa fonction de dégradation du GDP en GDP. Est-ce que c'est clair? Je reprends très rapidement. Si vous suivez avec moi. Suivez avec moi. J'ai une hormone. L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires. C'est un récepteur à serpentine. Il va changer de conformation. Quand il change de conformation, il va fixer alpha GDP. Alpha change de conformation. Elle va s'activer. Elle va échanger le GDP contre un GDP. Quand elle échange le GDP contre le GDP, elle se dissocie de bêta-gamma. Elle va se fixer sur l'effecteur. Quand elle se fixe sur l'effecteur, elle active l'effecteur et l'effecteur réalise sa fonction. Est-ce que c'est clair? La fonction d'échange du GDP contre du GDP, elle est associée, elle est aidée, elle est favorisée, elle est stimulée par les GEF. La fonction d'hydrolyse du GDP contre GDP, est facilitée par les GAP. Elle est facilitée par les GAP. Maintenant, on va s'intéresser à cet effecteur. Cet effecteur qui, en s'activant, va réaliser la réponse intracellulaire. Il y a en fait deux types d'effecteurs. Allez, on termine avec la continuité. Très bien. J'ai deux types d'effecteurs. La diméthylcyclase et la phospholipase C-bêta. J'ai deux types d'effecteurs. La phospholipase C et la diméthylcyclase. On va commencer par la diméthylcyclase. Très bien. S'il vous plaît, suivez avec moi. On a une activation de l'effecteur. L'effecteur est activé par la protéine G. La protéine G a été activée par le récepteur et le récepteur a été activé par l'hormone. Mon résultat maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai pu obtenir un effecteur actif. Si je prends par exemple l'adénylcyclase, voici l'adénylcyclase. L'adénylcyclase, elle a une activité intrinsèque très importante. C'est quoi la fonction de cette adénylcyclase? C'est la transformation de l'ATP en AMPC. C'est la transformation de l'ATP en AMPC. Voici l'adénylcyclase, elle va prendre de l'ATP, elle va le transformer en AMP et elle va cycliser son AMP. Elle va transformer la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Donc, quel est le résultat de l'action de l'adénylcyclase? C'est l'augmentation de la concentration intracellulaire d'AMPC. Et on dit que l'AMPC est le second messager. C'est l'AMPC qui est le second messager, mais il fait partie des seconds messagers stimulés par les hormones qui se fixent sur un récepteur couplé à la protéine G. Allez, on va lire un peu sur l'adénylcyclase, on va expliquer plus vite. On continue avec l'adénylcyclase. Il y aura une augmentation de la concentration de l'AMPC. Cette AMPC, c'est des molécules, Ces petites molécules vont se fixer sur une protéine. Une protéine qui s'appelle la protéine kinase A. Voici la protéine kinase A. PKA. Cette PKA, elle est constituée de deux régions. Une région effectrice et une région régulatrice. D'accord? Très bien. La région régulatrice possède des sites de fixation de l'AMPC. Il existe deux régions régulatrices et chaque région possède deux sites de fixation de l'AMPC. Donc il faut avoir 4 AMPC qui se fixent sur une PK. 4, 1, 2, 3, 4. 4 AMPC qui vont se fixer sur la PK. Ce qui va activer la protéine kinase A. Pourquoi on appelle protéine kinase A? Très bien, parce qu'elle est dépendante de l'AMPC. Protéine kinase dépendante de l'AMPC, je l'ai appelée PKA.
je l'ai appelée PKA parce que c'est une protéine kinase. Elle va phosphoryler les protéines. Sa fonction, c'est la phosphorylation des protéines. Mais cette phosphorylation des protéines nécessite une activation par de l'AMPC. Très bien. Donc, ce sont les sites régulateurs. Les sites régulateurs vont fixer. La première fonction des sites régulateurs, c'est quoi? C'est qu'ils vont fixer l'AMPC. L'AMPC va se fixer sur ces sites de fixation sur les régions régulatrices de la protéine kinase A. La protéine kinase A va fixer les AMPC, elle va devenir active. Quand elle va devenir active, elle va être orientée. Elle va être orientée et par son site catalytique, par son site effecteur, elle va réaliser des phosphorylations. Elle va réaliser des phosphorylations. Et ces phosphorylations, la phosphorylation de certaines protéines, va les activer ou les inhiber. C'est ça la réponse cellulaire. C'est ça la réponse cellulaire. Très bien. Il y a un type spécifique de protéines intracellulaires. Il existe des protéines intracellulaires qui s'appellent les ACAP. ACAP. C'est quoi ces ACAP? Ces ACAP sont des protéines très spécifiques qui peuvent se fixer sur la région régulatrice des PK. Les ACAP sont des protéines cytosoliques qui peuvent se fixer sur la région régulatrice des PK. Les ACAP, en se fixant sur le site régulateur des PKA, vont transporter un PKA vers son site d'action. Pourquoi? Pour compartimenter la réponse cellulaire et empêcher la réponse cellulaire d'être généralisée. Et je vous avais cité cet exemple, mais vous n'étiez pas vraiment concentré, parce qu'on avait parlé de l'ADH la dernière fois. Vous avez parlé de l'ADH, la fixation de l'ADH sur son récepteur, et la relation entre la fixation de l'ADH sur son récepteur V2R, qui est un récepteur dépendant de la protéine G, qui est un récepteur de la protéine G, la relation entre la fixation de l'ADH et l'exocytose des aquaporines 2. Et l'exocytose des aquaporines 2, je vous avais dit qu'il y avait une phosphorylation des aquaporines dans les vésicules d'exocytose. Je vous avais dit qu'il fallait orienter les PKA vers les vésicules. Je vous avais dit que cette orientation est réalisée par les ACAP. Ce sont les ACAP qui orientent la PKA vers le site où elle doit réaliser sa phosphorylation. Ce sont les ACAP qui ont la fonction d'orienter les protéines kinase A vers le site d'action. S'il vous plaît, très rapidement, lorsqu'on se fixe sur son récepteur, le récepteur change de conformation, il se lie à alpha, alpha échange le GTP contre le GTP, elle devient active, elle se dissocie de bêta-gamma, elle se lie à la vinylacylase. La vinylacylase s'active, quand elle s'active, elle va transformer l'ATP en AMPC, la quantité d'AMPC cytosolique va augmenter, 4 molécules d'AMPC vont se fixer sur les sites régulateurs du PKA, la PKA devient active, elle est orientée par les ACAP vers les lieux de phosphorylation et elle va réaliser ses fonctions. Elle va réaliser ses fonctions qui sont en fait la phosphorylation de protéines intracellulaires pour changer leur fonction. Soit les activer, soit les inhiber. Soit les activer, soit les inhiber. What? Ils vont phosphoryler les protéines pour les activer ou les inhiber. D'accord? Très bien, très bien. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien, on avance. On va lire un peu. On va lire. Oui, vous avez des questions? Très bien. La vinylacylase est l'effecteur le plus répandu. Il constitue le second mail de l'information, le second messager de l'AMPC. Très bien. La vinylacylase est constituée de deux domaines. Un domaine transmembranaire qui est responsable de sa fixation sur la membrane, et un domaine cytosolique qui est responsable de la réaction enzymatique. Très bien. Le domaine C possède un site de liaison de l'ATP et un site de transformation. Il va d'abord lier l'ATP, la vinylacylase. Il va lier l'ATP, puis transformer l'ATP en AMPC. Très bien. L'enzyme adénylacylase est activée par son interaction avec G-alpha au niveau de son domaine C. Donc, alpha va venir elle va se fixer sur le domaine C, sur le domaine cytosolique C. Très bien. On continue. La concentration intracellulaire d'AMPC augmente et constitue le signal produit par la cellule. La cible de l'AMPC est un groupe d'enzymes appelé PKA. Très bien. La protéine kinase A phosphorylée des protéines cytosoliques, elle peut les activer ou les inhiber, comme je viens de dire. Cette phosphorylation de protéines cytosoliques cibles par la PKA représente la réponse cellulaire à la
quelquefois une augmentation de l'AMPC, et c'est ça l'exception à notre règle, quelquefois l'augmentation de l'AMPC peut entraîner la transcription de certains gènes. Vous voyez, l'AMPC, l'augmentation de l'AMPC, supposons-nous, il peut induire la transcription de gènes. Donc la règle générale de ce matin, que les hormones hydrophiles étaient responsables du changement de fonctionnement de protéines préexistantes et que les hormones lipophiles étaient responsables de la synthèse de nouvelles protéines, elle n'est pas toujours absolue. Elle n'est pas toujours absolue. Je peux avoir des hormones hydrophiles qui peuvent induire la transcription des gènes, comme c'est le cas ici. Très bien. Bien sûr, on va dire, tous les gènes qui sont régulés par l'AMPC possèdent une séquence d'ADN spécifique qui a la capacité de fixer l'AMPC. On les appelle AMPC response element. D'accord? C'est des éléments qui répondent à l'AMPC. C'est de l'ADN, c'est des gènes, c'est des régions de l'ADN qui répondent à l'AMPC. L'AMPC se fixe sur cette région avec un facteur de transcription. Très bien. Très bien, là il faut dire, et attention, quand on a le comité de FQCM, l'AMPC est un facteur, joue le rôle d'un facteur de transcription. Vrai ou faux? C'est faux. La question, l'AMPC peut jouer le rôle d'un facteur de transcription? Non. Non. C'est un second message, oui, et il peut se fixer à l'ADN. Mais quand il se fixe à l'ADN, il facilite la fixation d'un facteur de transcription. Mais à lui seul, ce n'est pas un facteur de transcription. Attention, faites attention. L'AMPC, voilà, favorise cette transcription en favorisant la fixation d'un facteur de transcription comme le SREBP, CRE binding protein. Attention, l'AMPC à lui seul n'est pas un facteur de transcription. L'AMPC à lui seul n'est pas un facteur de transcription. Il va favoriser la transcription en favorisant la fixation d'un facteur de transcription. Après, j'ai déjà écrit. Voilà, oui, voilà. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Voilà. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Il va faciliter la fixation d'un facteur de transcription. La réponse dans ce cas est constituée d'une partie cytosolique et d'une partie nucléaire. La réponse cytosolique, c'est l'activation. Et la réponse nucléaire sera l'activation de la transcription. Très bien. La réponse nucléaire est plus rapide. Ce cours, il n'a pas de fin. Il y a tellement d'informations. La réponse cytosolique est beaucoup plus rapide que la réponse nucléaire parce que la réponse nucléaire nécessite du temps. Il y a une transcription pour transporter ça d'ARN pour pouvoir lui laisser le temps de maturer, lui de sortir, puis d'être traduit pour synthétiser les nouvelles protéines. Elles sont plus rapides? Oui. Dans la réponse nucléaire, même si on veut parler de la réponse générale, ce sont des hormones peptidiques, ce sont des hormones hydrophiles qui sont plus rapides. Dès qu'il y a fixation, il y a l'effet. Oui. La protéine kinase A est un tétramère, voilà. C'est ce que je vous ai dit. De quoi je vous parlais. Elle est constituée de 4 sous-unités, 2 régulatrices et 2 effectrices. Les 2 régulatrices, les 2 possèdent 2 sites de fixation d'AMPC. Allez. La fixation de l'AMPC sur les 2 sous-unités régulatrices change leur conformation et libère les 2 sous-unités catalytiques. Donc, elle active les sous-unités catalytiques pour qu'elles puissent réaliser leur fonction. Le groupe de protéines ACAP, ce sont les protéines qui vont orienter la réponse cellulaire. Allez. Une partie de la réponse se fait par déphosphorylation de protéines cibles. S'il vous plaît, on va terminer avec la dénacyclase. Ils vont nous parler juste un petit peu de la régulation. Donc, quand j'ai réalisé le fonctionnement de la protéine kinase A, je l'ai activé, elle a réalisé ses fonctions. Maintenant, je veux arrêter cette réponse. Attention, la régulation des RCPG, c'était un long chapitre, d'accord? C'est un long chapitre, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo. Et enregistrer régulation des RCPG, vous la retrouverez dans ma chaîne YouTube. Si vous voulez, donc, ça vous intéresse. Sinon, on peut parler maintenant des petites régulations, de ces protéines. La PKA, elle va phosphoryler les protéines. Donc, si je veux arrêter de réponse, je peux les déphosphoryler.
Très bien. Donc, je peux déphosphoryler les protéines qui ont été phosphorylées par PKA. Je peux dégrader l'AMPC, puisque c'est l'AMPC qui est le second messager. En diminuant sa concentration, il ne pourra plus se fixer sur la PKA, donc il y aura un arrêt de réponse. Et enfin, je peux réguler le récepteur lui-même. Je peux inhiber le récepteur. Je peux endociter le récepteur. D'accord? Je peux phosphoryler le récepteur. Donc, je peux induire des modifications de ce récepteur qui vont inhiber. D'accord? Très bien. Allez, normalement, on a terminé avec cette voie, on passe à la phospholipase C. Récapitulatif, me dis-je. Récapitulatif très rapide. S'il vous plaît, on se concentre. Ne lisez pas, suivez avec moi, utilisez votre cerveau. Oui. Donc, il y aura une hormone qui va se fixer sur son récepteur. Le récepteur va s'activer. Il va changer de conformation. Il va se fixer sur la protéine G-alpha. G-alpha va être sensibilisée. Elle va échanger le GTP contre un GTP. Elle deviendra active. Elle va se dissocier de bêta-gamma. Elle va se fixer sur l'adénylaticlase. Elle va activer l'adénylaticlase. L'adénylaticlase va devenir active. Elle va transformer l'ATP en AMPC. La concentration d'AMPC intracellulaire va augmenter. Elle va se fixer sur les sites de fixation au niveau d'une protéine qui s'appelle PKA. La PKA devient active. Elle va libérer les sites catalytiques, mais avant de réaliser sa fonction, elle est orientée vers le site de réalisation de sa fonction par des protéines qui s'appellent AGA. Elle va réaliser sa fonction de phosphorylation des protéines. L'arrêt de la réponse se fait par la réaction GTP-asique de la protéine G-alpha. Elle perd son GTP, elle se dissocie de l'adénylaticlase. L'adénylaticlase va arrêter la production de l'AMPC. La quantité d'AMPC va chuter. Et j'aurai arrêté la réponse. Je peux arrêter la réponse en dégradant l'AMPC. Je peux arrêter la réponse en déphosphorylant par les phosphatases, les protéines que la PKA va phosphoryler. Je peux arrêter la réponse en modifiant le récepteur. Est-ce que c'est très facile? Protéine couplée à la protéine G, activation par l'adénylate, activation de l'adénylaticlase. Est-ce que l'adénylaticlase, elle est ancrée dans vos têtes? Elle est ancrée. Très bien. On continue. La phospholipase C. La phospholipase C est un autre effecteur. La phospholipase C est le deuxième effecteur de ma voie des récepteurs couplés à la protéine G. Les phospholipases C peuvent être activées par différentes voies. Je peux avoir des phospholipases C, qui sont activées par des récepteurs à action enzymatique. Je peux avoir des phospholipases C qui sont activées par des récepteurs couplés à la protéine G. D'accord? Donc j'ai différents types de phospholipases C. Chacun des types de ces phospholipases C est lié à un type de récepteur spécifique. Maintenant, la phospholipase C, qui représente un effecteur d'un récepteur couplé à la protéine G, la phospholipase C, on l'appelle phospholipase C bêta. C'est la phospholipase C bêta. C'est la phospholipase C bêta. Alpha, bêta. Très bien. Donc la phospholipase C bêta, c'est elle qui va interagir avec le récepteur couplé à la protéine G. S'il vous plaît. L'air alpha GTP va activer son effecteur. L'effecteur ne sera pas de la adénylaticlase, mais de la PLC. La phospholipase C est une enzyme membranaire. Elle possède un domaine pH qui lui permet de reconnaître les lipides membranaires qui appartiennent à la classe des phospholinosides. Essayez de retenir un domaine pH. On va l'utiliser plus tard. Essayez de retenir le domaine pH, on va l'utiliser quand on parlera des récepteurs à activité thyrosinkinase. S'il vous plaît. Cette phospholipase C, elle a une action très spécifique. Elle fait partie de son nom. Elle s'appelle comment? Phospholipase. La phospholipase, c'est quoi la réaction dont elle est responsable? Phospholipase. Elle est responsable de la dégradation des phospholipides. C'est quoi un phospholipide? Oui. C'est le constituant de la membrane. C'est quoi? C'est quoi un cheveu? C'est sur la tête d'un homme. Ça rentre pas dans la définition. Je rigole. C'est mon amour. Voilà.
Très bien. Très bien. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît, on se concentre. La phospholipase. Qui peut me dire c'est quoi un phospholipide? Structuralement. Le voyage, d'accord, je prends. S'il vous plaît, on se concentre. Vous êtes là, vous êtes là. Allez, on se concentre. Allez, on se concentre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Concentrez-vous. Allez. Voici un phospholipide. Une tête. Et deux coups. Et on vous a dit que le phospholipide possède une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Il possède une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Bien. On va un peu parler de certains cours que vous avez vus quand vous étiez en première année. Il y a 6 ans. Je sais bien, plus pour certains, ce n'est pas important, il y a au moins 6 ans, dans une certaine forêt, située à Delgado, on vous a parlé de ça. Les étapes de la synthèse d'un glycérophospholipide. Le phospholipide, la synthèse du phospholipide passe par plusieurs étapes. En fait, il y a 2 voies de synthèse des phospholipides. Ce n'est pas important, l'essentiel, on va parler de la structure. Ce qui est important pour nous, c'est la structure. Donc, voici ce que j'appelle un glycérol. Le glycérol est un trialcool. Vous êtes d'accord? Le glycérol. Le glycérol, je vais le représenter comme je veux. D'accord? Je vais prendre un de bras et je vais le mettre ici. Vous êtes d'accord? Ça reste du glycérol. Le glycérol, il va se fixer à 2 acides gras. Ça, c'est un acide gras. Et ça, c'est un acide gras. Comment j'appelle cette molécule? Un diacylglycérol. Ou bien un diglycéride. Je vais raconter, comment c'est le triglycéride? C'est quoi une molécule de triglycéride? C'est du glycérol avec 3 acides gras. Le diglycérol, c'est du glycérol avec 2 acides gras. On l'appelle diacylglycérol. On est d'accord? Très bien. Sur ce diacylglycérol, il me reste une tête à la partie libre. Sur cette partie libre, il y aura fixation d'un phosphore. Une molécule de phosphore, de phosphate. D'accord? Cette molécule-là, je l'appelle l'acide phosphatidique. L'acide phosphatidate. Sur cette acide phosphatidique, il y aura fixation d'un alcool. Et cet alcool, ça peut être un alcool aminé ou un alcool non aminé. Les alcools aminés sont les phosphatidylcholine, sérine, éthanolamine, et les alcools non aminés, ce sont l'inositol. Donc, derrière, j'aurai un alcool non aminé qui va se fixer. C'est l'inositol. Oui, vous êtes sensible. S'il vous plaît. Donc j'ai un glycérol, 2 acides gras, du phosphore et un alcool. L'alcool, il est hydrosoluble. Le phosphore, il est hydrosoluble. Donc, il va me constituer une tête hydrophile. Tandis que les acides gras, on donne par une liaison ester de fonction COH. COH plus OH, des RCO, CR2. RCO, R2, c'est une fonction ester. Donc, la fonction ester va me faire détruire ou va me faire disparaître la fonction carboxylique de l'acide gras et la fonction alcool de mon glycérol. Et j'aurai cette acide gras qui se termine par un CH3. L'acide gras qui se termine par un CH3. Le CH3 est hydrophobe. Donc j'ai 2 queues hydrophobes et une tête hydrophile. Et tout ça c'est un phospholipide. Ou là je peux l'appeler glycérophospholipide. Pourquoi glycérophospholipide? Parce que son noyau de base c'est le glycérol. Ça c'est un glycérophospholipide. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Il existe un glycérophospholipide très spécial.
très très spécial qui s'appelle le PIP2. C'est quoi le PIP2? C'est le phosphatidyle inositol phosphate. Donc c'est cet acide gras, ce phospholipide, je vais le modifier. Je vais lui fixer deux autres phosphates. Un P ici et un P ici. Donc je vais lui fixer deux autres phosphates. Il est devenu fixé à trois phosphates. La molécule, toute cette molécule, c'est un phospholipide spécifique qui est lié à deux molécules de phosphore et que j'appelle le PIP2, que j'appelle la PIP2. Toute cette molécule, je l'appelle la PIP2. Cette PIP2, c'est le substrat de la PLC. La phospholipase C, c'est quoi? Elle vient ici, elle dégrade cette liaison. Elle va dégrader cette liaison. Cette liaison. Donc, qu'est-ce qu'elle va me libérer? Elle va me libérer un diglycéride ou un diacylglycérol. DAG. Bonjour. Ça arrive comme ça va, c'est des résidents? C'est des futurs résidents. Ah bon? Ils préparent le concours? Oui. Chaque étudiant, il faut qu'elle aille dormir. Bon courage, merci pour vous. Bon. Je le connais pas. Allez, c'est pas ce qu'il est. S'il vous plaît, c'est le DAG. Même la question de c'est pas. Oui. Donc le DAG veut dire acylglycérol. Il y a une rupture ici, DAG. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? De l'inositol 3 phosphate, que j'appelle IP3. De l'inositol qui est fixé à 3 phosphates. Donc de l'IP3. C'est pour cela qu'on dit que la PLC libère l'IP3 et le DHG. C'est pour cela qu'on dit que la PLC libère l'IP3 et le DHG. C'est pour cela qu'on dit le DHG et l'IP3. IP3 et DHG. C'est pour cela qu'on dit que la phospholipase C libère l'IP3 et le DHG. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, tout, jusque-là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu du DAG et de l'IP3. Du DAG et de l'IP3. Je suis sur une membrane plasmique. Tout ça, c'est ma cellule. Et sur sa membrane, j'ai obtenu, grâce à la phospholipase C, j'ai obtenu du DAG et de l'IP3. L'IP3 est hydrosoluble. Je trouve l'IP de phosphore. C'est un alcool entouré de phosphore. Donc il est hydrosoluble. Il peut aller dans le cytoplasme. L'IP3 peut aller dans le cytoplasme. Tandis que le diacylglycérol est lipophile. Il va rester sur la membrane. Le DAG va rester sur la membrane. Tandis que l'IP3 peut aller dans le cytosol. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous arrivez à me suivre? S'il vous plaît. On est où? On est dans les protéines couplées, on est dans les récepteurs couplés à la protéine G. On a terminé la première voie effectrice, c'était la voie qui dépend de l'adénylate cyclase. On est en train de voir la deuxième voie. La deuxième voie, en fait, c'est le deuxième effecteur. Et ce deuxième effecteur, c'est quoi? C'est la PLC. La PLC est une phospholipase. Elle va réaliser une dégradation d'un lipide. C'est quoi ce lipide? C'est le phosphoinositol phosphate, c'est le PIP2. Le résultat de la dégradation du PIP2, c'est quoi? C'est l'IP3 plus le DAG. Le DAG il va rester à la membrane. Le IP3 est hydrosoluble, il va aller dans le cytoplasme. Il va aller où? Dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, il va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Il va se fixer sur des récepteurs contenus à la surface de citernes. Ces citernes, c'est des citernes de stockage de CA2+. C'est des citernes de stockage de CA2+. IP3 va se fixer sur des sites de fixation contenus dans des citernes. Ces citernes, je les appelle les calciosomes.
Ces citernes, je les appelle les calciosomes. J'appelle ces citernes les calciosomes. Donc l'IP3 va venir, il va se fixer sur son récepteur à la surface d'une citerne qui s'appelle calciosome. Le calciosome est l'équivalent du réticulum sarcoplasmique dans la cellule non musculaire. Le calciosome est l'équivalent, c'est l'équivalent du sarcoplasme, du réticulum sarcoplasmique dans la cellule non musculaire. T'as vu le réticulum sarcoplasmique? Le réticulum sarcoplasmique est une citerne qui stocke le CA2+ dans la cellule musculaire. Le réticulum sarcoplasmique est une citerne qui stocke le calcium dans la cellule musculaire. La cellule non musculaire, je ne peux pas dire qu'elle possède un sarcoplasme, je dis qu'elle possède un calciosome. Je dis qu'elle possède un calciosome. Donc c'est quoi un calciosome? Le calciosome est une citerne de stockage de calcium dans une cellule non musculaire. C'est ça le calciosome. La fixation de l'IP3 sur son récepteur à la surface des calciosomes va ouvrir des canaux ligandéniques. Il y aura une libération du CA2+. Une libération du CA2+. Il y aura une augmentation de la concentration intracytoplasmique de calcium. Le calcium va sortir du calciosome vers le cytoplasme. Et la quantité de CA2+, bien la concentration intracellulaire du calcium va augmenter. La concentration intracellulaire de la cytoplasmique du calcium va augmenter. Vous êtes d'accord jusque-là? Très bien. Il va activer ce que j'appelle des calciprotéines. C'est quoi une calciprotéine? Une calciprotéine est une protéine dont la fonction dépend de la présence du calcium. C'est une protéine dont la fonction dépend de la présence du calcium. J'ai plusieurs types de calciprotéines. J'ai deux types de protéines qui sont intéressantes pour moi. La première s'appelle calmoduline. Calcium modulateur. Calmoduline. Première calciprotéine importante pour moi est la calmoduline. C'est la calmoduline. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il y aura une libération du calcium. Le calcium va se fixer sur les protéines et il va les activer. Quelles sont ces protéines? Je vais citer deux grosses protéines, deux principales protéines. La première est la calmoduline. La deuxième est une protéine kinase qui s'appelle la PKC. S'il vous plaît. D'ailleurs, c'est le plus sérieusement. Donc, la PKC à l'état de repos, donc il n'y a pas d'augmentation, quand il n'y a pas d'activation de la phosphorylate passée, quand il n'y a pas d'IP3, quand il n'y a pas d'augmentation de la concentration intracellulaire de calcium. La PKC, elle est inactive et elle est cytosolique. Inactive, cytosolique. La PKC, en l'absence d'une augmentation de concentration de calcium, elle est cytosolique inactive. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Elle est cytosolique inactive. Quand il y a fixation du calcium, quand le calcium se fixe sur cette PKC, la PKC s'active. Elle va s'activer, c'est une calciprotéine. Quand elle s'active, elle va être orientée vers la membrane. Vers la membrane. Allez, on la coupe. D'accord? Elle va être orientée vers la membrane. Et quand elle est orientée vers la membrane, elle va se fixer sur le DH. Elle va se fixer sur le diacylglycérol qui est resté sur la membrane. Quand elle se fixe sur le DHG, elle va commencer à réaliser sa fonction. Elle va commencer à phosphoryler, elle se passe ici, la PKC, elle va se passer ici, elle va commencer à réaliser une réaction de phosphorylation, elle va phosphoryler des protéines cytoplasmiques. Est-ce que c'est clair? Attends mon cas. La PKC, la protéine kinase, c'est. Là, s'il vous plaît, j'entends. Donc j'ai l'IP3. L'IP3 s'est fixé sur le calciosome. Il va libérer le calcium. Il y a eu une augmentation de la concentration du calcium. Le calcium a activé deux protéines, la calmoduline et la PKC.
la PKC devient active, elle est orientée vers la membrane, elle se fixe sur le DAG. Quand elle se fixe sur le DAG, elle va elle-même phosphoryler les protéines. Donc moi, je suis la PKC. Ça, c'est la DAG. Nelson, la DAG, quand je me fixe sur la DAG, je peux phosphoryler les protéines cytoplasmiques. D'accord? Je peux phosphoryler les protéines cytoplasmiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. La deuxième protéine, c'était considérée la calmoduline. La calmoduline, le calcium, c'est fixé sur la calmoduline. Il y aura une formation de complexe qui s'appelle le calcicalmoduline. Calcicalmoduline. C'est quoi la calcicalmoduline? C'est du calcium fixé à la calmoduline. D'accord? C'est du calcium fixé à la calmoduline. Calcicalmoduline va activer d'autres protéines kinases. Attention, pas la PKC. La PKC, on a terminé avec la PKC. Elle va activer d'autres protéines kinases cytosoliques qui s'appellent calcicalmoduline dépendant kinase. Calcicalmoduline dépendant kinase. Calcicalmoduline dépendant kinase. Je reprends. Il y a eu fixation de l'IP3. Il y a eu fixation de l'IP3 sur les calciosomes. Il y a eu une libération du calcium. Il y a eu augmentation du calcium intracellulaire. L'augmentation du calcium a activé deux protéines, la PKC et la calmoduline. La PKC et la calmoduline. La PKC, suite à la fixation du calcium, s'est orientée vers la membrane. Elle a été orientée vers la membrane plasmique. Elle a été orientée vers la membrane plasmique. Elle va se fixer sur le DAG, elle va commencer à réaliser sa fonction. Elle va se fixer sur le DAG et elle va commencer à réaliser sa fonction. Très bien. Elle va phosphoryler les protéines cytoplasmiques. Elle se fixe sur le DAG pour avoir un quartier général, pour avoir un site de fixation. D'accord? Oui, mais il faut que je dise, on l'a dit là. Très bien. Tu l'as rajouté, on m'a dit que je l'ai Très bien. S'il vous plaît, on continue. Ah, vous pouvez venir rendre la lecture par la activité rosine. Donc, elle peut réaliser la fonction alimentaire. Très bien. Si vous, la deuxième protéine, c'était la calmodulline. La calmodulline se fixe sur le calcium. Il y aura formation de complexe de calcicalmodulline. Les calcicalmodulines vont se fixer sur d'autres, les calcicalmodulines vont se fixer sur d'autres protéines kinases et ils vont les activer. Ces nouvelles protéines kinases, je les ai appelées calcicalmodulines dépendantes kinases. Donc, le résultat, c'était quoi? Le résultat, le second message, c'était l'augmentation du calcium intracellulaire. Le second message, c'est l'augmentation du calcium cellulaire. Et cette augmentation du calcium intracellulaire, elle m'a donné deux réponses. Les deux réponses dépendent de deux types de kinases. La première est la PKC. Qui, une fois activée, elle est orientée vers la membrane. Le deuxième type de protéines kinases, ce sont des calcicalmodulines dépendantes kinases. Ce sont des calcicalmodulines dépendantes kinases qui vont réaliser d'autres phosphorylations. Est-ce que c'est clair? C'est ça la donc le cytoplasme va réaliser des phosphorylations. Bravo, très bien. Est-ce que c'est clair? Il suffit d'avoir des PS. Allez, très rapidement. Donc ici, on est en train de parler de la phosphorylation bêta. C'est elle qui est activée par les protéines G. Très bien, on avance. Cette enzyme interagit avec le phosphatidyl, la classe IP3 et DAG. On les a très bien appris et compris. L'IP3 vers le cytosol, il va se fixer sur les calciosomes, on l'a dit. L'augmentation du calcium est le second messager et il va être responsable. Regardez. Ce sont des protéines, là je vous il me parle des protéines kinases calcium-calmodulines dépendantes. Elles sont différentes des protéines kinases, c'est quoi? Il faut faire la différence entre les calcicalmodulines dépendantes kinases et les PKC. Les PKC ne sont pas des calcicalmodulines dépendantes kinases, ce sont des calcium dépendantes kinases. Ce sont des calcium dépendantes kinases. Très bien. C'est des protéines kinases qui vont phosphoryler des protéines intracytoplasmiques. Comme la PKA, comme la PKC. D'accord? Ça reste à l'intérieur du cytoplasme, ça ne se fixe pas sur la membrane plasmique comme la PKC. Très bien, on avance. On avance rapidement, s'il vous plaît. On va presque terminer. C'est bon. Chacune d'elles a sa protéine. Oui, et l'autre elle est cytoplasme. Oui. ما مازال phosphorylase. لا.
La phospholipase, c'est bêta. La phospholipase, s'il vous plaît, j'ai plusieurs types de phospholipase. Il faut essayer de vous concentrer, s'il vous plaît. Phospholipase C bêta, c'est une phospholipase C activée par la protéine G. Parce qu'il existe d'autres types de PLC qui sont activés par d'autres types de récepteurs. Vous avez saisi? Très bien. Allez, on avance. Donc voici un petit schéma derrière. La DAG va rester fixée à la membrane plasmique et interagir avec la protéine 15. Dans les conditions basales pour l'absence de l'hormone, on a dit que la PKC baigne dans les cytosoles et est inactive. La gomme c'était plus c'est PKC en absence de calcium, elle est cytosolique. Vrai. Quand il y a du calcium, elle va se fixer sur le DAG et elle va réaliser sa fonction. Très bien, très bien. La PKC est donc une calciprotéine. D'accord? Dont la présence de calcium permet la liaison en phospholipides membranaires. Elle va se fixer sur quoi? Sur le DH. Le calcium est essentiel pour l'interaction PKC-DH. Donc, ils vous disent que la membrane plasmique est chargée négativement. La PKC est chargée négativement, elle ne peut pas se fixer sur la membrane. Quand il y a fixation du calcium sur la PKC, le calcium lui donne des charges positives et ces charges positives peuvent la fixer sur la membrane. C'est grâce aux charges positives du calcium, que la PKC peut se fixer à la membrane plasmique. On avance. Le calcium se fixe sur cette boucle et stimulera avec ses charges positives d'interaction PKC-DAG. La première réponse cellulaire globale, alors on est donc constituée d'une première réponse. C'est quoi? C'est les protéines kinases qui dépendent de la calcicalmodulée. Et la deuxième, c'est l'action de la PKC. J'ai activé deux protéines kinases, les calcicalmodulines dépendant kinases et la PKC. Très bien, très bien. La demi-vie de l'IP3 est très brève, c'est la répulsion, d'accord? Il y aura une hydrolyse de cette IP3. Dès sa formation, la cellule va contrôler la concentration du calcium en contrôlant l'IP3. L'IP3 peut subir l'action d'une phosphatase. D'accord? Cette enzyme transforme l'inositol 1, 4, 5 triphosphate pour l'inositol biphosphate qui est incapable de se fixer sur le récepteur. Donc, quand je dois contrôler la réponse, je dois diminuer la quantité de calcium. Pour diminuer la quantité de calcium, je dois arrêter la sortie du calcium à partir des calciosomes. Donc, je vais dégrader l'IP3. Je vais dégrader l'IP3 en IP2, je vais dégrader l'IP3 en IP2. L'IP2 ne peut pas se fixer sur le calciosome, il y aura un arrêt de sortie du CA2+. Le CA2+, qui est déjà présent sur place, va être recapturé, il va être emprisonné à l'intérieur des calcium. C'est clair? Allez. On avance. Récapitulatif. On a terminé avec la phospholipase. C'est très facile. Facile, hein? Je vais y aller. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'avant. S'il vous plaît, regardez mon doigt. Ne regardez pas. La diapositive. Et on va dessiner un petit fichier. Très bien. Regardez ce visage et suivez-nous. On va voir l'orientation dans votre. S'il vous plaît, il y a une fixation de l'hormone sur son récepteur. C'est un récepteur couplé à la protéine G. C'est un récepteur à cette protéine. C'est un récepteur à cette domaine transmembrane. C'est pas, c'est domaine transmembrane. Il va changer de conformation. Il va activer la protéine G. Comment? Il va se fixer sur G-alpha. G-alpha va s'activer. Elle va échanger le GGB contre du GTT. Elle va se dissocier de bêta-gamma. Elle va se lier à la phospholipase C, bêta. Phospholipase C, bêta. La phospholipase C, bêta va devenir active. Elle va dégrader le PIP2. Le PIP2. Elle va donner quoi? Le DAG et l'IP3. Le DAG et l'IP3. Le DAG est lipophile. Il reste fixé à la membrane. Le DAG est lipophile. Il reste fixé à la membrane. L'IP3 est hydrophile. Il va aller dans le cytoplasme. L'IP3 va se fixer sur des récepteurs qui sont situés au niveau des calciosomes. Les calciosomes sont des citernes de stockage du CA2+. Donc, le IP3 va se fixer sur ces récepteurs au niveau du calciosome et il va ouvrir des canaux calciques ligands dépendants. Il y aura une sortie du calcium. Le calcium va sortir des citernes. Il y aura une augmentation de la concentration de CA2+ cytoplasmique.
L'augmentation de la concentration de calcium cytoplasmique va activer des protéines que j'appelle les calciprotéines. Les calciprotéines. La première calciprotéine est une protéine kinase qui s'appelle la PKC. Il s'appelle la PKC. La PKC est orientée 10 minutes pour l'autre. La PKC est orientée, vers la membrane plasmique. Elle va se fixer sur le DHG, grâce à son domaine pH. Elle va commencer à réaliser ses fonctions de phosphorylation. Elle va commencer à réaliser ses fonctions de phosphorylation. L'IP3, il va aller les calciosomes. On a parlé de l'augmentation du camp de la. Donc, la deuxième protéine qui va être activée après la PKC, c'est la calmoduline. J'aurai la formation de complexe qui s'appelle calcicalmoduline. La calcicalmoduline va m'activer d'autres protéines kinases qui s'appellent calcinermoduline, protéine kinase. La calcicalmoduline dépendante protéine kinase. Ces protéines kinases vont devenir actives. Elles vont réaliser des réactions de phosphorylation. La réponse cellulaire est réalisée par la somme des deux enzymes, la somme des deux protéines kinases. La protéine kinase, c'est au niveau membranaire, et la protéine kinase qui est dépendante de la calcicalmoduline, qui est plutôt cytoplasmique. Très bien, très bien. On a terminé avec les protéines couplées, les récepteurs couplés à la protéine G. Donc deux effecteurs, un premier effecteur qui était l'adénylacyclase, un deuxième effecteur qui était la phosphorylase C. C'est ça les récepteurs couplés à la protéine G. On se retrouve après la pause pour voir les récepteurs à activité tyrosine kinase.